Très bien, merci. Et voilà, donc on doit en parler. Notre question, elle est par rapport à l'élevage. Je viens vraiment d'être impressionné par la communication. Et notre association a organisé dernièrement un séminaire pour parler de la réhabilitation de l'élevage en Algérie et la diversification de consommation des viandes. Parce que, vous voyez, on est en train de consommer du veau, enfin, de la viande bovine, ovine, et malheureusement, du poulet qui n'est ni sain, ni économique, ni nous appartient. Il est pratiquement à 100% importé. Et on voudrait parler de sécurité, de souveraineté alimentaire. Nous, on a proposé à faire introduire le chameau, le lapin et la chèvre. Donc, c'est des produits, je suppose que c'est des produits qui sont algériens, locaux, plus ou moins, on peut s'approcher des 100% algériens, et qui sont sains, plus sains que ce qu'on mange. Mais malheureusement, on connaît, donc la question que je pose, pourquoi on est bloqué? Et j'introduis une petite réponse qu'on a dans la tête, c'est ce qu'on a eu comme information, c'est qu'il y a des résistances de certains lobbies qui gagnent beaucoup d'argent en important qu'en produisant localement. Et ça retombe sur la santé du consommateur, et on est en train de payer la viande à plus de 2000 dinars, la volaille qui augmente et qui descend, et qui n'est pas saine, et on en mange beaucoup. L'autre... Ben voilà, il y a plein de questions, vous savez, en tant qu'association de consommateurs, mais je laisserai pour après. Merci. Est-ce qu'il y a une autre personne? Bonjour tout le monde, Monsieur Miridja de la faculté des sciences économiques. Je remercie les organisateurs de cet événement, une problématique très intéressante et d'actualité. La sécurité alimentaire. Donc j'ai une petite question pour monsieur l'ex-ministre Dr Benaïssa. Vous avez parlé à la fin de votre communication sur les perspectives de développement du secteur d'agriculture en Algérie. Côté financement, est-ce qu'on va se contenter toujours par des politiques de l'État, c'est-à-dire on attend toujours les financements de l'État, ou de préférence on va ouvrir le secteur pour les initiatives privées dans ce domaine? Et je vous remercie. Merci. Je prends deux autres questions, s'il vous plaît. Donc, voilà. Parce que nous avons dépassé le temps. Bonjour à toutes et à tous, Kirouane Ilyas, enseignant-chercheur à l'Université de Béjaïa. Donc j'ai une question pour M. Garoueda. Donc à fur et à mesure, donc, on cherche à réduire les coûts de production, donc toujours chercher les souches un petit peu les plus productives, mais il y a un petit peu des souches locales qui vont disparaître. Je pense notamment à Al-Hamra, donc la souche ovine de l'Hamra ou la Darma, comment ça s'appelle, donc Darma, non, donc qui risque de disparaître sur le marché. Donc on l'a remplacé avec une souche plus productive. Donc généralement les agriculteurs préfèrent l'élevage de Ouled Djellal et Rumbi. Donc on laisse de côté un petit peu une souche qui a fait un petit peu le succès de commerce extérieur d'Algérie, donc en viande ovine. Les années 70-80. Donc, il y a des souches qui vont disparaître. Qu'est-ce que vous pensez? Une dernière question. Entre le choix, entre je vais prendre les deux derniers, donc madame, et allez-y. Donc, et on termine avec ça. Bonjour à tous. Alors, d'abord, je remercie l'ensemble des intervenants ainsi que les organisateurs de ce colloque. Moi, j'ai une question pour M. Benaïssa, bien évidemment. Vous avez parlé de la révolution, d'une double révolution, à la fois une révolution agricole et une révolution de la transition de l'Algérie vers la nouvelle économie. Moi, j'aimerais savoir, est-ce que l'Algérie aujourd'hui possède les moyens financiers, technologiques et surtout humains pour accompagner la transition de l'Algérie vers la nouvelle économie sous la dimension de ou sous l'enjeu de la révolution agricole?
C'est-à-dire, si on remet toujours le secteur de l'agriculture dans les mains des personnes qui ne maîtrisent pas les outils technologiques, ce serait le condamner davantage. Donc, j'aimerais savoir, est-ce que nous possédons les moyens de réussir cette double révolution? Et merci. Merci. Une dernière question, donc, madame, c'est bon. Bonjour, c'est Madame Kacha, je suis la présidente. C'est la présidente de l'association Femmes FO de la Wilaya de Béjaïa. Bon, je pose une question à Monsieur le ministre. Je rejoins tout à fait Monsieur Taleb en disant effectivement qu'il y a eu des fonds sur les hauts plateaux et les fonds du sud, mais jamais eu de fonds pour les montagnes, pour l'agriculture de montagne. Et c'est toutes les politiques du ministère de l'Agriculture. La seule fois où effectivement ils en ont pensé, c'était avec le président Tebboune, où ils ont créé un secrétariat d'État sur l'agriculture de montagne, et puis ça a été supprimé. C'est dommage. C'est pour ça effectivement qu'on se retrouve en retard sur la question de l'agriculture de montagne, du moins dans les régions, dans ce sens. Ça d'une part. Et aussi, je voudrais effectivement, pour l'intervention de monsieur sur la production animale, tout ce qui est l'élevage, quand on voit effectivement que l'importance justement d'élevage en Algérie, et pendant la période, c'est-à-dire, moi je vais poser la question terre à terre, c'est qu'effectivement pendant la période surtout de l'Aïd, quand on voit effectivement que la vache c'est la première qu'on égorge, donc systématiquement, on ne trouve pas effectivement la quantité du lait ou c'est-à-dire les dérivés de cette filière. Donc, je me demande comment se fait-il que le ministère de l'Agriculture ne pense pas, c'est-à-dire à préserver justement ce cheptel pour qu'il y ait une reproduction, que ce soit en matière de lait ou en matière, c'est-à-dire de veau. Et aussi, la dernière question, c'est effectivement, il y avait le 25 novembre 2022, il y avait une journée d'études qui a été organisée par le ministère de l'Agriculture en invitant la GIZ pour justement parler du système participatif de garantie qui peut effectivement répondre justement à la préoccupation de justement la politique agricole. Et ça, c'est très intéressant pour justement qu'il y ait un cadre organisationnel de toutes les filières pour qu'on puisse effectivement assurer cette sécurité alimentaire. Et je vous remercie. Merci pour votre question. Donc, juste avant de donner la parole aux intervenants, je vais me permettre juste une petite une question ou peut-être un questionnement. Je rejoins mon ami Hassan qui a des soucis concernant justement la santé des consommateurs. Moi, je me pose la question dans les politiques agricoles, est-ce qu'on parle uniquement des quantités ou bien aussi de la qualité du produit, sachant aujourd'hui on voit un peu l'utilisation de manière abusive de tout ce qui est pesticides, de tout ce qui est phytosanitaire, de tout ce qui est, et même on a vu un petit peu donc des pratiques qu'on ne peut pas expliquer. Hein. On trempe le poulet une fois égorgé dans un bassin pour qu'il va éponger de l'eau. Et donc, ce qu'on voit aussi sur des étalages, on a vu des agrumes arriver au mois de septembre. Ils sont encore verts. Je pense que ça nuit à la santé. Et est-ce que l'État doit plutôt, est-ce que ce n'est pas l'État aussi organisme de tout réguler? C'est comme un peu alarmé. On vous dit le 15 mai, c'est tout le monde qui va se mettre en demi-manche. Je pense qu'il faut y aller dans ce sens-là, de dire c'est à partir de telle date, une fois que les techniciens dans l'aval, qu'on peut y aller vers la cueillette et présenter le produit sur le marché. Sinon, maintenant, c'est de n'importe quoi. Donc c'est grave pour la santé. Voilà, c'est un peu une remarque. Et vous avez la parole. On va commencer par Dr Rajib Naïssa pour répondre aux questions. Merci pour ces questions, et toutes les questions se rejoignent en fin de compte. Et elles sont toutes pertinentes. La première question, c'était les investissements, pourquoi le Sud et on ne s'occupe pas du Nord. C'était ce type de questionnement, donc, qui rejoint également
est-ce qu'on a créé un secrétariat d'État au développement des zones de montagne ou non, et pourquoi pas, et ainsi de suite. Et ensuite, il y avait également, lié à la même question, de la vision technocratique, hein, c'est intimement lié. Et en fin de compte, vous dites la même chose que ce que j'ai dit lors de la communication. J'ai dit qu'il y a eu des politiques qui se sont suivies, mais si vous regardez de très près, vous allez vous rendre compte que nous avons eu des approches partielles, ce qu'on pourrait appeler technocratiques. On s'occupe, j'ai donné l'exemple tout à l'heure, si on vous posait la question quelle est la première politique agricole qu'on a appliquée en Algérie, vous allez répondre que c'est l'autogestion. Et tout le monde vous donnera raison. Or, si vous regardez l'autogestion, en fin de compte, vous êtes en train de parler de 2,5 millions d'hectares sur 50 millions. Donc vous êtes très partiel. Vous ne pouvez pas dire que c'est une politique nationale. C'est une politique conjoncturelle liée à un problème donné qui a été posé avec le départ des colons. 10 années ou 20 ans après, vous restructurez. Vous êtes en train de restructurer la même surface. Les mêmes exploitants. Le reste. Là aussi, vous ne pouvez pas dire que vous avez une politique nationale. Même chose quand vous parlez des investissements. Moi, j'ai toujours lutté en disant que dans l'agriculture, il n'y a pas lieu de favoriser l'un contre l'autre. On a besoin du petit, du moyen, du un peu grand et du grand. Le petit assure sa sécurité alimentaire à lui et à sa famille, le un peu grand à lui et ses voisins, et le un peu plus grand à lui et à sa wilaya, et l'autre au niveau national y participe. On n'a pas à faire de distinction ou de séparation. C'est une erreur. C'est une erreur. Parfois, on est pris. Si c'est ça, technocratique, oui. Peut-être à un moment donné, quelqu'un parle du développement de telle zone et il pense qu'on va régler tout ensemble. C'est pas vrai. On a besoin d'utiliser l'ensemble du territoire et l'ensemble des potentialités là où elles sont. Et on a parlé tout à l'heure d'un développement territorialisé. Ça veut dire on donne l'orientation générale de plus haut qui concerne toute la nation, mais sa traduction doit se faire dans les conditions locales. C'est pour ça qu'on dit que les sciences agronomiques sont des sciences locales. C'est pour ça qu'on dit ça. Donc on s'insère dans un programme. Et c'est cette capacité de gérer, de gouverner, de mettre en œuvre qui est interpellée en chacun de nous. Et donc, cette approche, nous la voyons à travers les questions qui viennent d'être posées. Quand elle est biaisée au départ, il y a problème. Biaisée pas volontairement, parce qu'on ne voit pas. Ou on pense trouver la solution en une action. C'est pas vrai. C'est des actions complémentaires, mises en action, mises en synergie, au niveau d'un territoire, au niveau d'un territoire national, local ou national, que les choses vont bouger dans le bon sens et de manière durable. C'est exactement ce qui a été démontré tout à l'heure. Quand il n'y a pas cette connexion, il y a problème. Or, nous sommes en train de construire. C'est pour ça que je disais,
nous sommes passés par deux phases. Une première phase, il fallait plus ou moins stabiliser les structures. Maintenant, en tous les cas, du point de vue législatif, les structures sont réglées. Nous avons le domaine national, nous avons le domaine privé et nous avons le domaine privé national qu'on gère à travers la concession de 40 ans renouvelable. Donc, du point de vue conceptuel, du point de vue législatif, ce problème qui a duré longtemps, il ne faut pas oublier, de 62 à 2010, vous pouvez mettre un grand point d'interrogation. On ne savait pas comment on le fait. C'est réglé. Maintenant, légalement, politiquement, conceptuellement, c'est réglé. On passe à une autre phase. Je parle au niveau nation. On parle d'une autre phase. Maintenant, il faut pouvoir bien gérer ce qu'on a entre les mains. Que ce soit les vaches, que ce soit les terres, que ce soit les exploitants. Qu'on se mette dans ce mouvement. Qu'on se mette dans ce mouvement, on ne peut pas le faire aujourd'hui, 2022, sans tenir compte de ce que nous apprenons tous les jours. Ça ne peut se faire que dans une économie de la connaissance. C'est-à-dire qu'on doit savoir, on doit partager, on doit se mettre ensemble pour pouvoir avancer. C'est pour ça que j'ai terminé tout à l'heure la communication. Si on veut aller vite, on va seul, on règle un problème. Si on veut aller plus loin et ensemble, on doit aller ensemble. Et tout ce qui a été dit tout à l'heure, ça a confirmé cette notion. Donc ça, c'est un peu une réponse d'ensemble. Maintenant, une réponse plus précise. La consommation. Est-ce qu'on a un système de... Ouais. C'est lié un peu à ce qu'on disait tout à l'heure. Si vous regardez la courbe du produit qui nous coûte le plus cher aujourd'hui, c'est-à-dire le blé tendre, nous sommes dans un pays qui avait un modèle de consommation où le blé tendre était marginal. Dans les années 70, je vous l'avais dit tout à l'heure, il y avait la révolution verte ailleurs. Mettez-vous dans la place du politique, dans le temps. Il y a la révolution verte ailleurs. Les rendements sont multipliés par 100. Les prix diminuent. Vous, vous êtes ici avec une population qui veut manger et qui est dans le dénuement, qui vient de rentrer des frontières et qui est ici post-guerre. Qu'est-ce que vous faites? Vous dites ramenez, donnez-leur à manger. Dans le temps, dans le monde, qu'est-ce qu'on disait? On disait c'est terminé, la faim, c'est terminé. FAIM. Les rendements dans tous les produits ont été multipliés. Donc, n'ayez pas peur, l'humanité aura quoi manger, on peut se suffire et suffire les autres, etc., etc. C'était cette logique. Face à cette logique, il y avait des pays qui avaient besoin de donner de l'alimentation à la population, donc on a commencé à importer du blé tendre, et de la farine et de la semoule. Ensuite, on a construit des unités qui font de la farine et de la semoule, mais le blé tendre, on a continué à importer. Et aujourd'hui, c'est le produit qui nous coûte le plus cher. Ça, entre-temps, notre population, on lui a appris à manger du pain blanc, c'est ça. Je vais revenir au lait. Donc, aujourd'hui, dans les coins les plus reculés, si vous leur dites on va vous enlever le pain blanc, un jour je me suis amusé à déclarer à la presse il faut manger de meilleurs pains.
il faut manger le pain mélangé ou le pain complet. Moi, je visais qu'on utilise les produits nationaux, qu'on commence à faire des mélanges au moins. Un premier pas, de manière incrémentale, comme on dit. Hein? On va commencer à s'autonomiser du blé tendre. Le lendemain, grand titre dans la presse, le Ben Aïssa veut qu'on revienne au pain noir. Voilà. Donc il faut reprendre la lutte. Et l'association des consommateurs a un grand rôle. Donc, on est dans cette logique va-et-vient. Même chose, je vais vous donner un autre exemple qui va vous faire plaisir parce qu'il va conforter ce que vous dites. J'ai reçu un ministre de l'Europe de l'Est. Je l'ai envoyé à Mascara. Il a visité Mascara, il a vu de grands docks, plein d'entrepôts, plein de pommes de terre. Quand il est revenu à Alger, il m'a dit, moi, j'ai pas compris. Nous, quand on a développé la pomme de terre, chez nous, il parle de chez lui, quand on l'a développé, c'était pour remplacer les céréales. Parce qu'on avait des problèmes d'approvisionnement en céréales, donc on a développé la pomme de terre pour que... Mais vous êtes dans un pays méditerranéen, non? Vous avez la possibilité d'avoir tous les légumes. Hein? Pourquoi? Qu'est-ce que vous faites avec autant de pommes de terre? J'ai pas de réponse. Hein? Alors j'ai failli lui répondre, et ensuite je me suis rappelé, enfin j'ai vu devant moi un jeune en train de prendre un sandwich, du pain avec des frites au milieu. Alors, bon, je lui dis quand j'aurai la réponse, je vous la donnerai. Donc, c'est ce mouvement qui est en... Donc, on va permettre, Joseph, si vous permettez... D'accord, oui, donc bon... Non, une seule barque, je tiens à répondre. Est-ce que nous avons les moyens de répondre à tout ce que vous êtes en train de dire et à la révolution verte? J'ai dit la révolution doublement verte. Verte par les rendements, donc il faut savoir le faire tout en préservant les ressources, et verte par la protection de nos ressources, par la protection de l'environnement. Moi, personnellement, sur la base d'une expérience assez longue, j'en suis convaincu que c'est possible. Nous avons d'abord les potentialités humaines. Elles sont là quand on écoute partout. Et quand et j'ai dit tout à l'heure qu'il y avait une connaissance tacite à faire valoriser. Il y a une intelligence du terrain qu'il faut mettre en connexion avec l'intelligence codifiée des universitaires. Et c'est là où ça se va se faire. C'est exactement la même chose de la démonstration par l'absurde qui nous a été faite, par l'absurde, pas par la démonstration scientifique, pour dire que cette connexion entre l'industrie et l'agriculture, c'est exactement le même problème que l'exemple du blé tendre dont je parlais tout à l'heure. On crée des usines, il fallait répondre à un besoin, on importe, et ensuite on devient un frein à la production nationale. Et on n'arrive pas à reconnecter. Moi, j'ai eu dans une salle des patrons de laiterie qui me disaient « Mais pourquoi voulez-vous qu'on soit dans l'agriculture ou qu'on perde du temps à l'Begara? Moi, je suis industriel. Je ne suis pas. Quand un patron de laiterie vous dit ça, vous comprenez l'ampleur de la scission qu'il y a entre des forces qui devraient travailler ensemble pour justement développer et l'alimentation et l'élevage. Je m'excuse de ne pas pouvoir répondre aux autres questions. Merci. On est vraiment tenu par le temps, on a un retard d'1h30.
Donc je demande à mon ami professeur Garouada d'essayer un peu d'être bref, je m'excuse. Ça va être très bref. Oui, diversifier pour l'association des consommateurs, diversifier oui, mais on ne peut pas exiger à quelqu'un ce qu'il doit manger. Laisser les choses évoluer naturellement. Le lapin oui, mais les autres sources oui, mais pouvoir faire manger du chameau peut-être aux populations du Nord ou je ne sais pas, c'est peut-être on rentre dans un contexte où c'est culturel, mais aussi c'est économique. Donc nous, si on a envie d'offrir une panoplie de viande aux consommateurs algériens, il faudrait maîtriser les conditions d'élevage de sorte à produire un produit avec les meilleurs coûts possibles. Voilà, à mon sens, oui, il faut manger toutes les viandes et effectivement, c'est pas la viande bovine qui a la plus le recommandé, mais je crois aussi, Khatarch, il me semble que souvent nous fonctionnons en absolu avec nous-mêmes sur différents aspects, alors qu'en réalité, il faudrait peut-être faire un diagnostic de ce que sont les choses du terrain. Les recommandations, elles sont faciles à faire, mais avoir la température de ce qu'est le terrain, c'est très important. Et d'ailleurs, pour la viande de caprine, de chèvre, ces dernières années, elle commence quand même à prendre de la place. On arrive à trouver du méchoui de chèvre quasiment dans beaucoup de restaurants, enfin, si ce n'est pas un peu partout. Pour le collègue qui a parlé des races menacées d'extinction, oui, il faudrait les préserver. Simplement, c'est pas un économiste que je dirais que le marché est roi. On ne veut pas demander à un éleveur de préserver une race si économiquement ça ne lui assure pas des revenus décents. Conservation, quand ce n'est pas possible de le faire par une logique purement économique, il faudrait qu'il y ait l'intervention des politiques étatiques justement dans la conservation de ce potentiel-là. La dame, Madame Kacher, qui a parlé de l'abattage des femelles, oui, c'est une catastrophe. L'abattage des femelles, c'est interdit par la loi. D'ailleurs, ça concerne essentiellement donc la vache ces derniers temps, même y compris chez le mouton, on abat beaucoup la femelle. Et j'ai juste envie de vous dire que ces dernières semaines, ou c'est peut-être ces derniers jours, il y a des contrôles très importants qui sont en train d'être mis sur le terrain pour justement freiner l'abattage des femelles, garant d'une durabilité de production pour les différentes espèces animales. Voilà. Merci. Donc on termine sur ce, on termine. Je remercie l'ensemble des intervenants, je remercie ceux qui ont posé la question et surtout ceux qui sont là avec nous depuis 8 heures du matin. Donc je vous invite à une pause café, mais s'il vous plaît, hein, c'est vraiment 10 minutes. 10 minutes et on revient pour le premier atelier. On a accusé 1h30 de retard. Merci.